Et si on partait explorer l'Asie? Non, vous ne vous trompez pas de podcast, rassurez-vous. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Linda Ningon, créatrice du podcast Banh Mi, qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Linda! Bonjour Sarah! Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Linda, je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne. Voilà, j'ai fait mes études en France et juste après, je suis partie vivre en Asie pendant 8 ans. Et je suis revenue en 2020 et c'est là que le confinement est arrivé et que j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à écrire. Et c'est là qu'en fait est né les premiers articles de blog de Banh Mi Culture sans que je m'en rende compte. Puis ensuite Banh Mi Podcast. Aujourd'hui, donc du coup, je suis en reconversion sur le développement d'un média qui parle d'Asie et de culture asiatique, qui s'appelle Banh Mi, comme le sandwich vietnamien emblématique du Vietnam, fait d'une baguette française avec des ingrédients vietnamiens. Génial, trop bien pour cette présentation. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance et de ton adolescence? Comment tu as intégré la culture vietnamienne dans ton quotidien? Alors sur mon enfance et mon adolescence, on va dire que j'ai toujours baigné dans une double voire triple culture parce qu'en fait mes parents sont vietnamiens mais ils ont grandi au Cambodge et eux en fait ils ont migré d'une part du Cambodge vers le Vietnam au moment où en fait les Khmers rouges venaient d'arriver. Donc le communisme venait d'arriver au Cambodge et commençait à dire aux étrangers, donc aux Chinois, aux Vietnamiens de partir du pays. Puis ensuite, ils ont, une fois au Vietnam, ils ont migré en fait en tant que réfugiés de guerre en France dans la fin des années 70. Donc c'est pour ça qu'il y a on va dire une triple culture parce que ils sont d'origine vietnamienne, mais ils ont grandi au Cambodge, donc du coup ça parlait et cambodgien et vietnamien à la maison. Et en même temps, moi j'étais à l'école française. Et donc du coup je parlais français et je comprenais autant le vietnamien, un petit peu moins le cambodgien, mais c'est comme ça que j'ai grandi, sans vraiment me rendre compte en fait que j'avais cette triple culture. En fait pour moi, quand tu es enfant, tu grandis dans un milieu où tout te paraît normal en fait et naturel et en fait, je pense que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma différence, si on peut appeler ça une différence, quand j'allais chez mes amis qui n'étaient pas des mêmes issus des mêmes cultures que moi, ou par exemple quelque chose d'assez concret que j'ai là en tête, c'est moi je sais que quand je rentrais à la maison, il fallait que j'enlève mes chaussures. Parce que voilà, c'est culturel, c'était comme ça. Et chez des amis, en fait, les parents me disaient de garder les chaussures et c'était un fait qui était pas normal pour moi. Par exemple, dans la cuisine et dans la nourriture, dans les repas, en fait, on cuisinait beaucoup de riz. Enfin, il y avait tout le temps du riz à tous les repas qu'on faisait cuire avec un rice cooker, avec un autocuiseur, et qui n'était pas le cas chez d'autres amis. Voilà, on mangeait avec des baguettes et une cuillère. À la cantine, je mangeais des haricots verts, chose que je ne mangeais pas à la maison. Enfin, des plats français. Moi, j'étais hyper contente de manger à la cantine, contrairement à mes autres copains, parce que en fait, c'était ça l'exotisme pour moi en fait. C'était la cuisine française de la cantine. Et oui, et c'est là que que j'ai pu observer que c'était pas la même chose en fait chez moi que chez les autres, mais voilà, enfin je voyais pas ça
comme quelque chose qui m'a qui m'a exclu ou quoi, parce qu'en fait j'ai quand même eu la chance de vivre comme je l'ai dit en banlieue parisienne, où il y avait plein de cultures différentes en fait. Il y avait autant des personnes issues de l'immigration du continent africain, enfin voilà, des noirs, des arabes, des polonais, des portugais, des asiatiques. Il y avait vraiment, moi j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois dans le 93 et c'était très mix et donc du coup tout le monde avait une différence qui n'en faisait pas une différence, parce que tout le monde avait quelque chose de différent chez lui, donc en fait au final ça s'annulait quoi. Ouais, du coup t'as pas eu du tout de problème de harcèlement ou de discrimination, enfin vraiment que t'as vécu cette culture différente ou cette différence au milieu de plein d'autres Oui, voilà, cultures, ouais. donc c'était plutôt assez cool Ouais, pour toi en voilà. fait. Ouais. En fait, en grandissant, en fait, quand c'est à l'école, au collège ou au lycée, en fait, t'as toujours des brimades ou tu vois, genre des blagues que tu fais entre camarades et tout, mais comment dire, c'est des choses qui ont toujours été là, quoi que, Ouais. d'où que tu viennes, en fait. Mm. Mais là, le fait, c'était que, on prenait aussi un peu de notre culture pour se moquer des uns des autres, mais en fait, tout le monde en prenait pour son grade, donc il y avait pas vraiment de différence en fait, ouais. Ok. Peux-tu nous parler de ce fameux déclic que tu as eu quand tu es partie vivre 8 ans en Asie après tes études, s'il te plaît? Alors moi, faut savoir qu'en fait, j'ai grandi du coup de parents divorcés et donc du coup ma mère travaillait beaucoup et donc comment dire, elle me confiait en fait à ses frères, à ses sœurs, à des amis à elle. Donc j'étais tout le temps souvent en mouvement en fait. Comme elle pouvait pas m'aider pour les devoirs comme les parents font avec leurs enfants, moi c'était soit ma tante, soit j'allais chez des copines, etc. Donc j'ai toujours été, on va dire, une vie un peu nomadique, même si Mm. je rentrais chez moi pour dormir ou même parfois pas. Mais et en fait j'ai toujours ce goût d'être à l'extérieur, parce qu'en fait j'ai grandi comme ça malgré moi. Parce que voilà, c'est par rapport à la situation de ma mère et donc j'ai toujours eu cette voilà comment dire, cet environnement qui était changeant constamment. Et en fait, arrivé à la fin de mes études, déjà quand j'étais en études, j'avais déjà fait plusieurs séjours à l'étranger. J'étais partie 5 mois en Corée du Sud pour un échange universitaire. Puis je suis partie au Canada pendant 2 mois pour un stage, au Vietnam pendant 2 mois pour un autre stage. Enfin, j'ai toujours bougé comme ça. Et en fait, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais pas chercher du boulot en France. En fait, j'ai envie de voir ce qui se passe à l'étranger, parce que et ça me faisait pas spécialement peur, parce que c'était un peu ancré en moi quelque part, le fait de tout le temps bouger. Et à ce moment-là, en fait, j'avais un ami, lui, qui travaillait en finance. Et dans son domaine à lui, c'était compliqué de trouver du travail à cette époque-là. C'était en 2011-2012. Et donc, du coup, c'est là que je lui ai suggéré. Je lui ai dit, viens, et si on partait quelque part en Asie? Et puis je lui ai proposé Singapour, parce qu'en fait, il y a un programme qui s'appelle le Working Holiday Visa, le PVT, le visa vacances-travail, et Singapour faisait partie de la liste de ce programme. Et pourquoi j'ai choisi Singapour? Parce que j'avais en fait envie d'aller en Asie sans que ce soit trop compliqué au niveau de la langue. Et je savais qu'à Singapour, ils parlaient anglais, que c'était un pays plutôt safe. Et donc du coup, je me suis dit, allons-y quoi. J'ai fait ma demande de visa qui m'a accordé 6 mois de séjour et de travail là-bas. Et c'est comme ça que juste après mon diplôme, j'ai mis mes pieds en Asie, et mon premier boulot a été en fait à Singapour, où voilà, j'ai trouvé un boulot en tant que développement sales et marketing pour une petite boîte française, et c'était super cool quoi, parce que à l'époque j'avais 24-25 ans, tu te découvres
toi personnellement voilà sur un pays que tu connais pas, tu te découvres en tant que personne qui travaille, tu te découvres en tant que nouvelle personne qui fait de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Donc non, c'était plutôt chouette et je savais pas combien de temps j'allais rester et au final en fait une chose en entraînant une autre, je suis restée 2 ans et demi à Singapour. Puis je suis partie, j'ai fait une année sabbatique où j'ai voyagé dans la région. Trop bien. Puis après je suis partie dans le cadre d'un VIE à Hong Kong. À Hong Kong, voilà, pour une boîte française et cette même boîte m'a fait bouger en fait en Thaïlande et j'ai vécu après Hong Kong, j'ai vécu à Bangkok pendant 3 ans. Donc voilà, ça m'a fait 8 années de vie et d'expérience en Asie. Et ben c'était super chouette en fait. C'est et je pense que c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point j'étais française et à quel point j'étais asiatique en même temps. Parce qu'en fait c'était toujours les gens quand ils me voyaient en fait dans la rue ou mes partenaires business etc. Enfin c'était toujours une interrogation que de me voir en fait avec un visage asiatique mais pas complètement l'une des leurs, pas complètement locale. Enfin ça m'est arrivé plusieurs fois d'être prise pour une locale et donc du coup qu'ils me parlent dans la langue en thaïlandais, en bahasa en Indonésie, en mandarin, etc. Et en fait oui c'est une curiosité parce que tu vois mon visage asiatique et ils se disent ah bah tiens elle est comme nous et en fait quand ils me demandent au final je leur dis bah non je suis française et c'est là qu'ils se disent mais comment ça elle est française, c'est pas possible et de là et à force de le dire et à force d'expliquer d'où je viens, que mes parents ont migré d'Asie pour venir en France, expliquer un peu tout ce cheminement et qu'il y a des communautés asiatiques qui existent en France, qu'elles sont nombreuses sur le territoire français, etc. Ça inconsciemment en fait ça me faisait parler en fait, ça me ramenait à mes racines, ça me ramenait à ma culture, ça me ramenait à mes origines, chose dont je ne faisais pas forcément attention avant. Et je crois que je me souviens quand on a échangé par téléphone, tu m'expliquais que les gens te posaient des questions dans la langue de là où tu étais et que du coup, parce que tu avais un visage asiatique et du coup ils pensaient que t'étais d'ici, mais en même temps, il y avait aussi ce côté où ils savaient plus ou moins peut-être que t'étais pas local et t'avais demandé pourquoi. Enfin, comment ils le voyaient et je crois que quelqu'un t'avait répondu c'est dans ta posture où ça se voit. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, bah moi je suis d'origine vietnamienne et quand je vais au Vietnam, c'est marrant parce que dans tous les autres pays ils vont me prendre pour une locale, mais c'est marrant parce qu'au Vietnam ils me prennent pas pour une locale et ils se disent tout de suite que je viens un peu d'autre part. Et c'est dans l'attitude, c'est dans ta façon de t'habiller, c'est dans ta façon de parler, de ta gestuelle, tout en fait. Et je pense que t'as aussi, tu sais, l'épigénétique qui doit jouer, tu vois, genre ton environnement quand tu grandis en France. Et si j'avais grandi au Vietnam, toute ma gestuelle ne serait pas pareille, mon alimentation non plus, etc. Donc oui, ça doit se voir que je suis entre guillemets occidentalisée. Ouais. Et du coup, quand tu es rentrée, t'as commencé à créer un blog avant de te lancer sur le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement? Alors, donc du coup, en 2019, j'ai démissionné de mon poste en Thaïlande pour retourner vivre en Europe après mes 8 années en Asie. Donc je suis partie de Thaïlande et j'ai atterri à Paris. Et en fait, quand j'ai atterri à Paris, 3 jours après, c'était le confinement. Donc du coup, je me suis retrouvée à voilà être chez ma mère pendant 2 mois et tous les plans que j'avais prévus étaient annulés ou décalés. Et c'est pendant ce confinement qu'en fait j'ai pris du temps, pour moi, où j'ai beaucoup lu, où j'ai écrit aussi. Et dans mon exercice d'écriture,
Ce qui revenait beaucoup, c'était sur ma dualité franco-asiatique. C'est en quoi c'est si spécial ou unique de mon expérience, enfin de mon regard sur la vie et tout, parce que j'ai été construite avec ma double culture en fait. Et donc voilà, et donc du coup je parlais de ça quand j'écrivais, et j'ai voulu aussi un peu retracer quelques anecdotes de rencontres que j'avais faites en Asie et qui m'avaient vraiment marquée et qui m'ont façonnée et qui m'ont construite, qui ont fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait lire ces premiers écrits en fait à des amis qui m'ont dit mais Linda, t'as une plume, c'est hyper intéressant ce que tu écris et tout, tu devrais les déposer quelque part. Et moi je me disais mais qui est-ce qui va être intéressé par ce genre par ma vie quoi, tout le monde s'en fout. Et au final, au deuxième confinement, donc c'est en octobre-novembre 2020, j'ai décidé d'ouvrir le blog. Et donc du coup que j'ai appelé Banh Mi Culture. Donc Banh Mi, pourquoi ? Parce que c'est vraiment, comme je disais en introduction, c'est un plat iconique du Vietnam qui est en fait un mariage de deux cultures. C'est la culture française parce que c'est les Français qui ont amené la baguette durant l'Indochine et les Vietnamiens qui en ont fait un sandwich en fait vietnamien en mettant leurs propres produits, leurs ingrédients, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à Hong Kong, j'ai un ami qui m'appelait Banh Mi. Il me disait, mais Linda, t'es un Banh Mi, toi. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça ? Il me fait, mais t'es française et vietnamienne. Et c'est vrai que c'était marrant, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est Banh Mi Culture. Et c'est là que j'ai écrit, mes premiers textes, que je les ai publiés, que je les ai partagés sur les réseaux sociaux et que j'ai eu pas mal de retours, en fait, de personnes qui sont pas forcément vietnamiennes, mais qui ont cette double culture et qui se retrouvaient en fait dans ce que je disais, dans ce que je racontais, ou même sur des anecdotes mon ressenti de vie, d'expérience de vie, par exemple en Asie, que ce soit en Thaïlande ou à Hong Kong, d'autres aussi ont pu traverser mes mots, voyager avec et se sont sentis concernés par ce que j'écrivais. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, ça va au-delà de ce que je pensais. Et c'est là que j'ai eu l'idée aussi de développer un projet de podcast. Donc le premier projet, je l'ai proposé à une agence de production qui m'ont laissé une carte blanche pour le développement du projet, etc. J'ai fait 4 épisodes avec eux. Finalement, on a décidé de se séparer. Et c'est en février 2021 que là, je me suis dit, attends... J'aime beaucoup le podcast, j'adore écouter du podcast parce que ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'avais commencé à écouter le podcast et je trouvais ça très immersif, je trouvais que c'était un format très intime en fait, qu'il y avait un lien qui se créait en fait avec, moi je le ressentais comme ça avec l'intervieweuse ou l'intervieweur que j'écoutais avec ses invités et je découvrais plein de monde comme ça, c'était vachement enrichissant. Et moi qui adore aller à la rencontre des gens, en fait c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en Asie, quand j'étais en voyage ou quand j'étais en business trip, j'adorais en fait savoir, je suis hyper curieuse donc j'adorais essayer de comprendre le parcours de vie des gens, pourquoi à Taïwan la culture c'est comme ça et que c'est différent des Philippines et pourquoi plein de choses en fait, des rencontres fortuites et souvent je me disais c'est con parce que tout ce que je suis en train d'apprendre sur la personne avec qui je suis en train de partager ce moment, ça m'inspire énormément et j'aimerais trop pouvoir le partager à mes amis en fait, ne serait-ce qu'à mon premier cercle en fait. Et donc du coup voilà, c'est comme ça qu'est née vraiment l'idée de podcast, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un et de pouvoir le partager à d'autres pour pouvoir avoir aussi un impact, que cette conversation ait un impact sur d'autres. Et c'est comme ça qu'est né Banh Mi Podcast et dans la mission, c'est aller à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. Et voilà, et j'ai fait plein de belles rencontres
de chanteuses, de réalisateurs, de naturopathes, de plein de gens différents en fait, et asiatiques ou non, mais qui pouvaient m'expliquer un peu en quoi cette influence culturelle pouvait les façonner et pouvait en fait pouvait les inspirer et était un sujet pour me partager un peu de leur passion, de leur métier ou de leur héritage. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, donc là, t'en as un petit peu parlé sur ton podcast. On peut retrouver donc, c'est absolument que des interviews à chaque fois, où tu vas aller interviewer du coup des personnes sur plein de sujets différents, où il y a des épisodes où toi tu peux parler toute seule par exemple. Comment ça se passe un petit peu? Alors à la base, oui, c'était que des interviews. Donc voilà, et puis au fur et à mesure du développement du podcast, j'ai rencontré plein de personnes, et donc du coup j'ai rencontré Benjamin, qui est aussi le créateur, le compositeur de la musique de l'intro de Banni Podcast, avec qui ça s'est super bien passé, et du coup on a eu cette idée de créer un podcast narratif qui est de raconter un peu sur voilà mes écrits que j'ai pu faire sur le blog. Par exemple, j'avais écrit un texte sur Hong Kong, et on s'était dit ce serait peut-être sympa que moi je puisse le lire et qu'il y ait toute une ambiance sonore derrière, une composition musicale, un habillage sonore pour faire voyager en fait l'auditeur ou l'auditrice en pleine ville en fait, et donc du coup on a commencé comme ça, et donc on a créé une petite capsule qui s'appelle Banmi Sounds, donc c'est une collection ville d'Asie, et on a fait 4 épisodes dessus. Donc le premier c'est sur Saigon au Vietnam, le deuxième Hong Kong, le troisième on emmène les gens en plein cœur des temples d'Angkor Wat et au Cambodge, et le quatrième on va dans la grande ville tentaculaire de Bangkok, et c'est cool parce qu'en fait pendant tous ces mois où on n'a pas pu voyager, le fait de pouvoir écrire dessus, ça m'a rappelé énormément de souvenirs, et le fait d'avoir tout le travail de Benjamin sur l'habillage sonore et sur la composition musicale, ça vraiment ça te plonge en pleine immersion en fait dans la ville, et c'est sympa pour un momentum où en fait plus personne pouvait voyager, tu vois, donc on pouvait voyager à travers cette petite capsule. Donc ça s'appelle les Banmi Sounds. Et puis ensuite j'ai commencé depuis janvier 2022 un format un peu talk show que j'ai appelé Les Tatas. Donc voilà, j'ai rencontré Candy et Laetitia lors de mes rencontres Banmi Podcast. En fait, Candy, je l'avais déjà interviewée dans un de mes épisodes de la saison 1. C'est une humoriste comédienne, et avec qui le courant est super bien passé, etc. J'ai beaucoup rigolé, et aussi j'ai été beaucoup émue pendant cet épisode, et j'ai rencontré aussi Laetitia indépendamment parce que j'avais interviewé son mari, et en fait on s'est retrouvés toutes les trois à un déjeuner, et il y avait une très belle synergie en fait des trois personnes, et là je me suis dit mais on n'arrêtait pas de rigoler et en même temps parler de choses sérieuses avec beaucoup de légèreté, et je me suis dit mais ce serait... Moi, j'aurais bien aimé plus jeune voir ça en fait, voir trois nanas un peu décomplexées qui parlent de tout, de rien, voilà, dans un esprit bienveillant, d'échange, et surtout d'invitation à venir comme dans notre salon en fait. Donc du coup voilà, j'ai commencé ce nouveau projet, donc du coup avec la confiance de Candy et Laetitia, que je remercie. Et donc voilà, c'est un format talk show entre 20 et 30 minutes, et c'était aussi important pour moi parce que tu vois, genre on est 3 femmes asiatiques, donc 3 femmes déjà, et en plus asiatiques, même si les sujets ne parlent pas forcément que d'Asie, de culture asiatique, ça va parler de tout. Le fait de voir à l'image
voilà, des femmes voilà, qui me ressemblent, quelque part, ça me fait du bien, parce que c'est quelque chose peut-être qui me manquait lors de mon adolescence, sans que je me rende compte que ça pouvait me manquer. Ouais. Quand on a préparé l'émission ensemble, je te l'ai dit, j'avais écrit dans mon journal intime quand j'étais ado, j'avais 12 ou 14 ans, je disais que je voulais être journaliste, parce que, tu vois, genre, et ça se renforce aujourd'hui, le fait que je sois curieuse, le fait que j'aime bien observer le monde qui m'entoure et tout. Je pense que c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps, et c'est pour ça que j'ai écrit ça dans ce journal. Je veux être journaliste, sauf que dans ce que je voyais à la télé, je voyais pas de personnes qui me ressemblaient, et donc du coup je me suis dit tiens, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'embaucher alors que je ressemble pas aux critères que je peux voir? Je ressemble pas à Claire Chazal, quoi. donc voilà, je pense que je rattrape un peu ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui. Donc et ce que j'aurais aimé avoir en représentativité, je sais pas si ça se dit, mais ouais, en représentation peut-être. En représentation, oui. En représentation, j'aurais aimé voir en représentation ce que peut-être quand j'étais plus jeune, quoi. Ça m'aurait peut-être donné plus confiance en moi. Peut-être que t'inspires plein de jeunes ados qui ont peut-être envie de faire ce que tu fais aujourd'hui grâce à toi. Si c'est le cas avec une personne, oui, ce serait déjà la mission accomplie, tu vois. Mais justement, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à cette Linda de 18 ans ou un peu moins? Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à cette Linda de 18 ans? J'aurais envie de lui dire... n'aie pas peur, mais en même temps, la peur, quelque part, ça te construit aussi. Oui, ça te pousse et ça te construit. Mais sois en accord avec ce que tu fais. Ne fais pas des choses que tu n'aurais pas envie de faire. Parfois, moi, je me suis retrouvée à faire des choses que j'avais pas spécialement envie de faire, mais comme la société ou mes parents ou le regard des autres faisaient que je me sentais obligée pour être arrangeante, en fait. Et je pensais pas à moi, je pensais plus aux autres. Mais je pense que c'est important de rester aligné sur ce qu'on veut vraiment. Mais c'est compliqué quand tu es adolescent. Ça, c'est sûr. Donc, essaye de continuer à faire ce qui te fait vibrer. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je me suis mise au théâtre juste parce que, en fait, ma copine faisait du théâtre, et donc du coup, j'ai voulu la suivre. Au final, je me suis rendu compte que c'était trop cool, mais ma mère me disait, mais c'était mieux quand tu faisais de la danse. Et donc du coup, en fait, ça m'a découragée du théâtre, alors que apparemment, enfin, mon prof me disait, et même les autres élèves me disaient que j'étais bonne dans ce que je faisais. Et 12 ans plus tard, j'ai refait du théâtre à Bangkok, et je me suis sentie plus que vivante, quoi. Genre, c'était vraiment quelque chose où je me sentais bien, je me sentais alignée et tout, etc. Et oui, et si j'avais pas eu ces injonctions plus jeunes, et si j'avais vraiment suivi ce que j'aimais réellement, peut-être que j'aurais continué, peut-être que ça m'aurait amené aussi autre part, mais sans regret, hein. Mais je veux dire, je pense que c'est important de vraiment faire ce qu'on aime. Ouais, et puis finalement, c'est d'oser être soi-même et de C'est ça. suivre un peu ses envies, ses passions, et de voir un peu où ça mène. Mais en tout cas, c'est chouette que tu puisses lui dire tout ça maintenant à toi-même, finalement. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai aussi interviewé une jeune danseuse de shuffle de 24 ans, et c'est ce qu'elle me disait pendant l'interview. Elle me disait, c'est important de lâcher prise, c'est important de comment dire, d'oser et d'y aller, et de se laisser porter par ce qui nous anime vraiment. Et moi, si on me l'avait plus dit plus jeune, peut-être que j'aurais fait des choses que je m'abstenais de faire, en fait. Ouais. Tu vois, donc
Quand j'écoutais Tui, parce qu'elle s'appelle Tui, je me disais mais j'aurais tellement voulu recevoir en fait ce contenu plus jeune, parce que je me serais permise plus de choses, quoi. Donc c'est un peu une thérapie, ce podcast, au final, tu vois, pour guérir mon enfant intérieur, ou la Linda de 18 ans, etc. Ouais. Dans tous les cas, je pense que qu'importe le métier qu'on fait, ça répare forcément quelque chose, ou ça aide quelque chose, en tout cas en soi. Mais c'est clair que on n'est pas la même personne le premier jour où tu fais une interview à 2 ans plus tard, après une centaine d'épisodes publiés. Oui, forcément, ça t'a appris plein de choses, ça t'a nourri, et c'est ça qui est assez incroyable. Et c'est surtout, je pense, le fait de pouvoir échanger avec des gens avec qui t'aurais jamais échangé dans ta vie de tous les jours, parce que tu les aurais peut-être jamais croisés. Et le fait de passer par le podcast, ça permet vraiment de pouvoir atteindre ces personnes et d'avoir des échanges extraordinaires et hyper enrichissants. Mais oui, c'est ça qui me fascine, qui m'émerveille, et je suis hyper reconnaissante en fait de ce projet, parce que ça me permet de rencontrer tellement de monde, et de pouvoir me mettre aussi à la place des autres. Tu vois, genre ça développe aussi de l'empathie, j'ai l'impression. Et ça développe aussi de l'empathie chez les personnes qui écoutent, ou tu vois, genre plus de compréhension, plus se poser en fait, parce qu'on est tellement dans nos quotidiens à faire nos choses, et de prendre le temps de découvrir une conversation, de découvrir des nouvelles personnes, ça te permet d'ouvrir tes œillères en fait, Ça, c'est sûr. Et c'est super cool, ouais. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Le message que j'aurais envie de partager, c'est de rester ouvert, sans jugement, apprécier les choses comme elles viennent, et toujours garder peut-être ce regard d'enfant, parce qu'en fait la vie est plus jolie quand tu vois les choses de manière brute, telles qu'elles sont, sans se poser de questions. Et voilà, quoi, je pense que c'est ça le message. C'est un très beau message. Alors pour finir, comment pouvons-nous écouter ton podcast? Est-ce que tu es présente sur les réseaux pour qu'on suive toutes tes aventures? Alors, vous avez le blog qui s'appelle Banmiculture. Il y a le podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Dans ce podcast, il y a cette petite collection Ville d'Asie, si vous voulez juste vous évader. Donc sur les quatre villes que je vous ai citées tout à l'heure. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube, parce qu'en fait, depuis la fin de la saison 1, le podcast c'est aussi devenu une chaîne YouTube, donc ça se consomme en audio et en vidéo. Et sur les réseaux sociaux, du coup, Instagram, Facebook et TikTok, c'est très nouveau, mais on est dessus aussi. Super. Et voilà. Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir découvert ton podcast et une culture que je ne connais pas du tout. Merci beaucoup Sarah pour l'invitation, et merci pour ce que tu fais. Enfin, je pense que ça aide pas mal de parents. Je pense que tu dois recevoir plein de messages et je te souhaite de continuer encore longtemps, parce que ça transmet plein de bonnes choses, et ça sème plein de petites graines. C'est ça. Voilà. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.